Bien, bonjour à tous. Donc, suite du cours donc concernant les capteurs et acquisitions, donc T3 AESR. Donc, je vous rappelle, dans un premier chapitre, on avait vu un peu les réalisations théoriques de la numérisation. Donc, on avait vu l'échantillonnage, l'opération ensuite de quantification, et puis l'opération inverse de restitution, qui posait beaucoup moins de problèmes d'ailleurs, l'opération qui est faite dans les convertisseurs numériques analogiques. Donc là, on va démarrer ce cours en essayant de voir comment on réalise ces opérations dans les composants. Donc là, on va descendre vraiment au niveau du composant, sans encore parler vraiment de structure interne du composant, ni de fonctionnement du composant au sens électronique du terme par l'utilisateur. Donc on ne va pas rentrer dans les datasheets tout de suite. Ça fera l'objet d'un cours un peu plus tard. Alors le plan de ce cours, il va être justifié par, entre autres, le nombre de convertisseurs analogiques numériques, par exemple, que l'on peut trouver sur des fournisseurs de composants. Alors donc nous, typiquement, comme beaucoup de labo d'ELEC, donc on se fournit chez un grand fournisseur qui s'appelle Radiosphere, RS, et quand on tape juste convertisseur analogique numérique, donc ici à usage général, donc les standards, eh bien on trouve plus de 2000 composants. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, voilà, j'ai besoin de faire une conversion analogique numérique, de mettre en œuvre une chaîne d'acquisition, lequel je vais choisir parmi ces 2000 composants. Donc, bien sûr, ils sont pas tous identiques, ils ont des caractéristiques qui sont propres à l'échantillonnage et à la quantification qu'on a déjà vu, mais ils ont aussi des structures internes qui sont différentes et qui vont être liées à des caractéristiques soit qu'on a déjà vues, soit qu'on va revoir un peu par la suite. Donc, il apparaît assez important d'essayer de voir les grandes catégories de cannes de manière à pouvoir filtrer correctement ces convertisseurs analogiques numériques et d'ailleurs numériques analogiques également. Et donc l'idée, ça va être de vous donner des arguments, de vous donner comment dire, des critères qui vont vous permettre d'utiliser les filtres des vendeurs type Radiosphere de manière à trouver à peu près la bonne catégorie de composants qu'il vous faudra. Alors bien sûr, il y a l'argument coût, on n'a pas besoin d'en discuter, mais il y a vraiment toutes les structures internes qu'il faut comprendre de manière à pouvoir filtrer avec simplicité et puis avec des critères objectifs tous ces convertisseurs. Alors, ce chapitre va se séparer en trois, donc il y aura trois vidéos liées à ce chapitre. D'abord, on va étudier les convertisseurs numériques analogiques. Alors, c'est peu commun, parce que quand on fait une chaîne d'acquisition, on commence par numériser le signal, donc faire utiliser un convertisseur analogique numérique, puis traiter le signal avec un système numérique, et enfin, éventuellement, restituer le signal qui a été modifié à l'aide d'un convertisseur analogique numérique. Donc là, on part un petit peu de la fin, mais c'est pleinement justifié parce qu'il existe un type de convertisseur analogique numérique, donc un type de CAN, qui lui utilise un CNA. Donc c'est assez paradoxal, mais pour pouvoir faire des CAN, on a besoin de réaliser d'abord des CNA. Donc on va commencer par la réalisation de ces CNA, on va voir quelles sont les grandes structures qui peuvent exister. Ensuite, dans une deuxième vidéo, on verra comment on réalise les convertisseurs analogiques numériques. Donc là, on verra qu'il y a beaucoup plus de possibilités de solutions technologiques. Il faut quand même reconnaître qu'il y a plus d'acquisition que de restitution. Donc il y a quand même aussi plus d'utilisation de convertisseurs analogiques numériques que de numériques analogiques. Et on terminera par une troisième vidéo, donc la troisième partie de ce cours, sur des aspects technologiques et on en fera la synthèse de ces convertisseurs analogiques numériques et on verra que tout ce qu'on a vu dans les différents types de convertisseurs analogiques se retrouve sur notamment un graphique qu'il faut à peu près comprendre et qui va vous permettre de choisir un petit peu les grandes technologies de CAN en fonction de vos applications. Alors sur les convertisseurs numériques analogiques, on va en présenter deux. Donc il en existe trois grands types. Donc il y a les résistances pondérées, le réseau R2R qu'on va voir. Il y a un troisième type de convertisseur numérique analogique. Ce troisième type-là, on va pas du tout l'aborder. Bon, d'une part parce il est assez complexe à expliquer, mais aussi parce que il est très marginal encore à l'heure actuelle. Par contre, donc ce troisième type qui s'appelle le convertisseur sigma delta, il a son équivalent dans les convertisseurs analogiques numériques qui est de plus en plus utilisé, et donc on verra son équivalent dans les CAN lorsque l'on parlera des convertisseurs analogiques numériques. Alors d'abord, avant de commencer sur l'architecture interne, quel que soit le convertisseur numérique analogique, il existe un symbole qui est normalisé, symbole que vous allez retrouver notamment dans les bibliothèques d'Altium Designer, donc quand vous faites du schématique.
Le symbole du convertisseur numérique analogique, vous l'avez sur ce transparent à gauche, le vrai symbole normalisé. Donc il y a n bits qui arrive en entrée à gauche. Donc on précise bien, comme toujours, la profondeur du nombre, enfin du mot à convertir. Et puis vous avez à droite une différence de potentiel qui apparaît. Le fait de faire apparaître cette différence de potentiel, c'est important parce que ça vous permet de voir si le CNA est unipolaire, ce qui est le cas ici sur ce schéma, puisqu'on est entre la masse et puis une tension UPE. Ou éventuellement si vous êtes bipolaire, donc vous pourriez très bien être entre moins UPE et plus UPE par exemple. Il y a une petite variante sur la partie de gauche. Ici on a fait intervenir un bus sur n bits. Donc ça veut dire que soit le convertisseur est un convertisseur dit série, donc les n bits sont envoyés en série, soit que c'est une notation qui est condensée. Si on veut vraiment faire apparaître le fait que le convertisseur est un convertisseur avec des données d'entrée en parallèle, à ce moment-là, on a le droit de mettre n fils qui vont correspondre à chacun à un bit du mot à convertir. Dans le symbole du convertisseur, la partie numérique, elle a ici un dièse, un hashtag, qui est souvent là pour dire qu'effectivement c'est du numérique. À droite, il y a un symbole d'intersection, donc il faut comprendre comme étant quelque chose de continu. Il y a un deuxième schéma qui est beaucoup plus facile à utiliser, qui est dans la pratique peut-être plus utilisé, mais qui n'est pas normalisé comme le schéma de gauche. C'est le schéma de droite. Donc le schéma de droite, il faut le comprendre de la manière suivante. Donc la partie plate d'entrée va correspondre au n bits à convertir, et puis la flèche à droite de sortie du DAC va correspondre à la conversion de une seule tension, donc on va bien de plusieurs bits vers une tension en sortie, donc ce symbole-là il se comprend assez bien. En gros, on va retrouver dans les CNA, en structure interne, deux grandes structures qui vont exister. Il y a une première structure en interne, j'insiste bien, c'est pas en externe, en interne, qui est dite parallèle. Donc c'est celle-ci que l'on va détailler avec deux familles différentes, une famille de CNA dite à résistance pondérée, et puis l'autre, la famille dite à réseau R2R, qui est la plus commune d'ailleurs. Et puis il y a une deuxième structure qui existe, dont on a parlé un petit peu en introduction, le fameux CNA sigma delta qu'on ne va pas étudier ici, mais dont on verra son équivalent en fait dans la partie CAN, et qui va d'ailleurs être assez difficile à expliquer comme on le verra tout à l'heure. Alors les structures parallèles, pourquoi on appelle ça des structures parallèles? Parce que le début en fait, l'architecture globale est à peu près la même. Donc dans tous les CNA à structure parallèle, on va retrouver, donc ici tout en haut, le mot binaire à convertir, donc sur n bits. On va retrouver n interrupteurs commandés, donc n commutateurs, qui sont les uns à côté des autres. Donc qui vont être faits avec, par exemple, des interrupteurs de type CMOS ou des transistors MOS directement. Ensuite, ces n interrupteurs vont être connectés à un réseau de résistance, donc de au moins n résistances, je dis bien au moins. Ce réseau de résistance, il va être indirectement ou directement lié à une référence de tension. Alors cette référence de tension, elle est importante parce qu'elle peut être soit interne aux composants, auquel cas vous maîtrisez vraiment en général très bien cette référence-là, et vous êtes sûr de cette valeur de tension de référence, qui va correspondre à la pleine échelle comme on va le voir un peu plus tard. Soit cette référence de tension, elle peut être aussi précisée par l'utilisateur, donc elle peut être renseignée de manière externe, c'est à vous de connecter une tension qui est de référence, donc c'est-à-dire une tension qui évolue assez peu, qui est fixe, via notamment des régulateurs ou via notamment directement des alimentations externes ou des diodes de Schottky. Bref, des diodes Zener, excusez-moi, pardon. Bref, ce réseau de résistance, il est pris entre une référence de tension et ses interrupteurs. Et c'est là où intervient en fait les deux types de CNA à structure parallèle, soit la donnée qui est recréée par ce réseau de résistance est directement une tension, donc ce qui va être facilement utilisable par la personne qui veut utiliser ce CNA, soit ce réseau de résistance va donner un courant qui est proportionnel au mot binaire, donc qui est transcrit d'un point de vue décimal. Si tel est le cas, en fait, là on va retrouver deux grands types de composants, des composants qui vous donnent directement accès à ce courant, et ce sera à vous de faire la conversion courant-tension à l'aide d'une résistance, à l'aide d'un transimpédance utilisant un amplificateur opérationnel que vous allez pouvoir connecter,
ou en interne, il y a une réalisation d'une conversion courant-tension qui est faite, et à ce moment-là, bah, vous allez retrouver directement une tension. Alors quels sont les intérêts quel est l'intérêt d'avoir un convertisseur courant tension en interne? Bah, ça simplifie énormément bien sûr la tâche de l'utilisateur puisque vous n'avez pas cette opération à faire. Par contre, vous êtes tributaire des caractéristiques du convertisseur qui a été placé en interne. Donc je m'explique, un convertisseur courant tension, la plupart du temps, c'est un transimpédance, donc c'est un amplificateur opérationnel avec juste une simple résistance de contre-réaction et on vient faire circuler le courant dans cette résistance de contre-réaction. Qui dit amplificateur opérationnel dit nécessairement slew rate et puis bande passante. Donc ça veut dire que vous introduisez un facteur limitant qui est l'amplificateur opérationnel via son slew rate et sa bande passante. Ça veut donc dire que vous allez dégrader un peu les caractéristiques de votre CNA. Si jamais votre CNA n'a pas ce convertisseur courant tension, mais a directement donc un courant qui sort, bah, c'est à vous de faire cette conversion. Donc vous pouvez la faire dans une simple résistance. Donc là, vous avez beaucoup moins de limites en fréquence qui sont introduites. Et puis, vous pouvez aussi mettre le convertisseur courant tension avec un AO que vous voulez. Donc avec des AO rapides, par exemple. Donc c'est vraiment l'utilisateur qui va maîtriser sa chaîne et ses limites de fonctionnement. Donc voilà, un peu les deux paysages que l'on va rencontrer. Après, bon, bah, dans le convertisseur CNA qui est un réseau de résistance qui vous donne directement une tension, donc c'est ceux qui sont les plus utilisés d'ailleurs, on va voir qu'il existe en interne déjà un AO et ça on n'y peut rien. Et donc du coup vous êtes tributaire de cette réalisation-là. Alors le premier type, CNA résistance pondérée. Alors pour expliquer ces structures-là, dans les CNA c'est un petit peu compliqué juste en vidéo par la parole. Donc je vous encourage en fait à mettre par écrit donc les équations que je vais vous dicter. Il y aura un TD qui va reprendre un peu un des CNA, donc celui qui a R2R puisque c'est le plus utilisé. Et ce TD-là, eh bien, il va vous permettre normalement d'aller un petit peu plus dans les détails de la compréhension d'un convertisseur. Alors, les schématypes de convertisseurs que je vous donne, c'est un exemple de structure. Vous allez rencontrer dans la pratique d'autres structures qui vont varier un petit peu, mais le principe général sera le même, c'est-à-dire que les équations en fait, qui vont permettre de faire cette conversion seront grosso modo les mêmes. C'est juste que la structure de résistance sera peut-être pas placée tout à fait au même endroit, mais il faudra s'adapter. Alors qu'est-ce qu'on rencontre sur ce CNA à résistance pondérée? Alors on rencontre déjà n résistances, donc vous voyez partant de la droite vers la gauche, ces résistances vont à chaque fois dans une proportion de 2. Donc la première résistance c'est R, donc fois 2 puissance 0, celle qui viendra juste à gauche c'est 2 puissance 1 fois R, etc. La dernière c'est 2 puissance n-1 fois R. Donc on a bien donc n résistances qui chacune sont un multiple de l'autre d'un facteur 2. Toutes ces résistances, elles ont un point commun, donc il y a un nœud qui est en bas, qui est relié à donc ici, donc un amplificateur opérationnel, donc qui est juste en suiveur. On pourrait s'en passer de cet amplificateur opérationnel, on pourrait directement regarder ce qui se passe en sortie, mais l'idée qui est ici, c'est de bien renforcer le fait que on a un nœud de courant et qu'aucun courant ne sort en fait de ce nœud de courant vis-à-vis du composant. De l'autre côté de chacune des résistances, on a un interrupteur. Donc la première résistance qui a la puissance de 2 la plus élevée, donc de puissance n-1, elle a donc un interrupteur qui permet soit de relier cette résistance à la tension de référence qu'on a appelée Vref, K0 donc est en position à gauche. Si K0 est en position à droite, eh bien il est directement relié à la masse. De même pour K1, de même pour Kn-1. Donc on retrouve ces N interrupteurs. Alors comment mettre en équation le système pour montrer que eh bien, la tension Vs de sortie, elle est bien proportionnelle au mot binaire exprimé en décimale. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on a un mot binaire. Par exemple, si on prend sur 4 bits, on a 1, 0, 0, 1. Donc 1, 0, 0, 1, ça fait 5. Eh bien, je voudrais que la tension de sortie soit proportionnelle à 5. De manière à ce que si je mets maintenant 1, 0, 1, 0, donc qui fait 6, eh bien, elle soit à nouveau proportionnelle à 6 et ainsi de suite. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment une relation de proportionnalité entre la tension et le mot décimal à partir du mot binaire. Donc, comment mettre en équation ce système? Déjà, on va remarquer une première chose, c'est qu'on a un nœud donc qui est situé en bas de toutes ces résistances. Ça nous fait penser directement à l'application d'un théorème de Millman, puisque de ce nœud, j'ai une résistance, un potentiel qui est le potentiel avant l'interrupteur,
une résistance, un autre potentiel qui est le potentiel par exemple de K1, une autre résistance, un potentiel qui est le potentiel de Kn-1. Donc je suis en mesure d'appliquer le théorème de Millman ici, il s'applique vraiment très très bien, à la condition par contre de savoir exprimer l'autre potentiel qui est le potentiel le potentiel de la résistance côté interrupteur. Le potentiel de la résistance côté interrupteur, si je prends par exemple la résistance de la plus élevée, donc 2 puissance n-1 fois R, eh bien on a dit que K0 valait soit Vref, soit 0. Eh bien je vais poser que ce potentiel-là, il vaudra K0 fois Vref, avec un K0 qui est égal à 0 si K0 est relié à la masse, et un K0 qui vaut 1 si l'interrupteur est relié à Vref. Donc ça veut dire que j'ai un moyen d'exprimer chaque potentiel en fonction de la valeur des interrupteurs, en supposant que la valeur de l'interrupteur est à 0 si l'interrupteur relie le potentiel de la résistance à la masse, et que l'interrupteur est à 1 si l'interrupteur relie le potentiel de la résistance à Vref. Donc si j'écris ces équations-là, en fait, je vais tomber avec une série géométrique en haut et en bas. En bas, la série géométrique, elle se calcule bien, et puis en haut, elle est fonction des valeurs des interrupteurs. Et donc, on retrouve l'équation qui est encadrée ici, donc je vous encourage vraiment à la refaire sur le papier, à essayer de retrouver ça, de manière à bien comprendre le fonctionnement de ce convertisseur. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette structure? Les avantages, c'est que c'est relativement simple. Donc c'est simple puisque vous avez donc juste des interrupteurs et vous n'avez besoin que de n résistances, donc ce qui n'est pas beaucoup, et une source de tension. L'amplificateur opérationnel, à la limite, on peut même s'en passer. Il suffit juste d'imposer par contre un potentiel de l'autre côté des résistances tel qu'il n'y a aucun courant qui parte en dehors de ce circuit. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est la simplicité. Le gros inconvénient, alors le deuxième avantage, c'est qu'on obtient un potentiel, hein. Donc ça, je l'ai pas mentionné, mais Vs est bien le potentiel qui est directement proportionnel à notre mot binaire. Donc ça, c'est un avantage, puisqu'on n'a pas de conversion courant-tension à faire, on obtient directement ici cette tension. Le gros inconvénient, il réside, alors il y en a un peu deux des inconvénients, mais ils ont la même origine, c'est dans le jeu de résistance qu'il faut avoir. Donc en effet, on a une résistance ici, donc R fois 2 puissance 0 qui est la résistance la plus faible, et puis on a une résistance qui vaut 2 puissance n-1 fois R qui est la résistance la plus élevée. Alors déjà il y a un premier problème, c'est que chacune des résistances est dans un rapport 2 par rapport à l'autre, donc ça ne correspond pas du tout aux résistances normalisées que l'on a en électronique, puisqu'elles ne sont pas dans un rapport 2, hein, vous le savez très bien. Exemple, on a 1 kg, mais la résistance la plus proche d'un facteur 2 après, c'est pas 2 kg, mais 2,2 kg. Alors après, ça imposerait de prendre des séries de résistances normalisées, donc ça impose quand même des jeux de résistance pas standards. Donc ça veut dire qu'il faut maîtriser déjà à la perfection le facteur 2 à chaque fois. Donc facteur 2 à chaque fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un process qui permet d'ajuster avec une précision suffisante donc ce facteur 2. Si jamais vous n'avez pas la maîtrise totale de ce process, une petite erreur sur ce facteur 2, ça va engendrer des erreurs de linéarité sur votre convertisseur. Le deuxième inconvénient, c'est que vous savez très bien que dans ces montages-là, on prend des résistances au moins de 1 kΩ, de manière à avoir des courants qui soient relativement faibles. Donc ça veut dire que si la première résistance, ça vaut 1 kg, et que l'on cherche à faire un convertisseur, par exemple, sur 16 bits, il faut pouvoir avoir une résistance qui vaut 2 puissance 15 fois 1 kg. Oui, c'est ça. Donc 2 puissance 15 fois 1 kg. Donc là, ça commence à faire beaucoup, même sans aller jusque-là, hein. Donc si vous allez juste dans des résistances d'un facteur 8, ça fait donc 2 puissance 7, donc 2 puissance 7, ça fait 128, donc il faut aller à 128 kg. Vous voyez que ça va très très vite déjà, hein. On va très vite taper dans des résistances assez élevées, et dans tous les circuits, on essaye d'éviter de dépasser le mégo, mais de toute façon, au-delà d'une dizaine de mégoms, on ne sait plus trop faire. Donc là, ça veut dire contraint déjà sur la résolution de votre CNA, à cause de ceci. Donc vous allez retrouver des CNA résistance pondérée de manière assez fréquente pour 8 bits, 10 bits, 12 bits, mais rarement au-delà. Après, vous êtes un peu embêté à cause de ce jeu de résistance. Donc ça, c'est quand même des contraintes que l'on peut rencontrer en pratique. Ce sont des réseaux de résistance qui sont quand même utilisés, mais relativement peu dans la pratique. C'est souvent réservé à des faibles nombres de bits,
donc lié à la dernière remarque que l'on vient de faire, ou c'est lié aussi à des applications où vous n'avez pas besoin d'une précision forcément très élevée dans la linéarité des grandeurs. Alors un exemple typique d'utilisation de ces CNA résistance pondérée, ce sont les convertisseurs qui sont utilisés pour passer d'une valeur numérique à un port VGA, donc dans tout ce qui est affichage sur les écrans, en analogique. Donc les ports VGA, vous savez, c'est les grosses broches qui ressemblent un peu aux broches série. Donc qu'on retrouve un peu sur les PC, qu'on retrouve sur les vidéoprojecteurs, on va dire pas d'ancienne génération, parce que maintenant même les vidéoprojecteurs récents ont toujours du VGA, parce que c'est une norme qui est relativement répandue. Et cette norme VGA, alors pourquoi on utilise ça? Justement parce qu'on n'a pas besoin d'une forte résolution, hein. Les VGA, chaque couleur est codée uniquement sur 4 bits, donc ça pose pas de problème en termes de valeur élevée. Donc 4 bits, ça fait donc de puissance 3 R pour la résistance la plus élevée, donc c'est-à-dire 8. Donc si vous avez 1 kg, il faudra aller jusqu'à 8 kg. Bon, ça on sait faire. Et puis deuxièmement, on n'a pas besoin d'une forte résolution, parce que de toute façon le VGA n'est que sur 4 bits, donc ça veut dire que le rendu est de toute manière pas optimal, hein. Vous savez tous que de toute manière, quand on passe à du HDMI ou à d'autres versions numériques, on est quand même meilleur que du VGA. Donc c'est des applications assez courantes, bas de gamme entre guillemets on va dire, qui peuvent utiliser ce genre de CN. Alors, l'autre réseau de résistance qui est utilisé pour les CNA, là, il est vraiment largement utilisé, et c'est la plupart des parts de marché, hein, soit en termes de quantité de CNA utilisés, ou en termes d'ailleurs de parts de marché, en termes de coût également, puisqu'ils sont un peu plus chers. Alors, c'est le réseau R2R, là, il y a plein de variantes, c'est assez d'ailleurs curieux, il y a même des variantes entre le réseau R2R et le réseau à résistance pondérée qu'on a vu précédemment. Ce réseau R2R, déjà, pourquoi on l'appelle R2R? Alors, la structure que vous rencontrez, elle est donnée typiquement sur ce schéma-là, sauf que là, il n'y a pas encore d'interrupteurs qui sont placés. On retrouve la référence de tension à gauche qui va faire circuler un courant de référence, et on va voir que ce courant de référence, il sera toujours le même, quel que soit le mot binaire que vous avez à convertir. Vous avez une résistance horizontalement avec une résistance 2R verticalement, donc au premier nœud, puis une résistance horizontalement, puis 2R verticalement, et ainsi de suite. Bref, on a N cellules R2R qui sont placées les unes à la suite des autres, et ces cellules R2R sont toutes identiques excepté la dernière, où vous voyez que pour la dernière vous avez 2R en parallèle avec 2R, et non plus juste 2R verticalement. Ces résistances donc R2R, eh bien il suffit de rajouter une cellule pour augmenter d'un facteur 1 en fait le nombre de bits que vous voulez convertir. Donc ça veut dire que c'est toujours la même cellule de base R2R qui est utilisée, quel que soit le nombre de bits que vous voulez utiliser. Alors, oubliez pour l'instant un petit peu les équations qui sont en bas. On aura un TD qui va nous permettre d'abord de bien mettre en équation un réseau R2R de dimension 3, donc pour 3 bits. Et ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de comprendre un peu plus sur le transparent suivant. Alors sur le transparent suivant, on a un schéma où on retrouve les cellules R2R, on retrouve la référence de tension. Par contre, on a modifié le bas de la structure. Donc des fois, c'est le haut de la structure qui est modifié. Ici, c'est un exemple où on a le bas de la structure. Donc en bas de chacune des résistances de 2R, on retrouve les interrupteurs, donc les fameux N interrupteurs qui sont forcément là de manière à pouvoir dire qu'on a un bit 0 ou un bit à 1. Si on regarde le premier interrupteur à gauche, il est soit relié à la masse, soit relié au potentiel V- d'un amplificateur opérationnel. Et on fait ça pour chacune des cellules R2R. Alors, première remarque, c'est que si je regarde un peu l'amplificateur opérationnel, donc c'est un amplificateur opérationnel qui est typiquement monté ici en transimpédance. Donc cet amplificateur, il est soit intégré à votre composant, soit c'est vous qui le placez de manière externe, comme on a dit en introduction. Cet amplificateur opérationnel en transimpédance, il a donc une contre-réaction, donc sur la borne moins. S'il a une contre-réaction sur la borne moins, ça vous le savez, ça veut dire qu'il fonctionne en régime linéaire, et s'il est idéal, ça veut dire que V- égale à V+. Ça veut donc dire que V- est égal à 0. Donc, partant de ce constat-là, on voit bien que chacun des interrupteurs, que ce soit KL-1, le premier à gauche, ou K0 à droite, eh bien, il a un potentiel. Il permet de choisir un potentiel qui vaut soit la masse, donc c'est-à-dire 0, soit V-, c'est-à-dire V+, c'est-à-dire aussi 0.
Ça veut donc dire que les potentiels de chacune des résistances 2R en bas sont tous nuls, quelle que soit la position de l'interrupteur. Ça a une incidence qui est assez importante. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire que du coup la différence de potentiel aux bornes de chacune des résistances 2R sera toujours la même. Donc le courant qui va circuler dans chacune des résistances 2R sera toujours le même, quelle que soit la position de l'interrupteur liée à la résistance 2R. Donc ça c'est une remarque assez importante pour mettre en place le calcul. Ensuite, pour mettre en place ce calcul, eh bien, on constate que finalement, si je pars des deux résistances qui sont à droite, les deux résistances 2R, elles sont chacune reliées à la masse en bas, et donc elles sont en parallèle avec la même différence de potentiel. Donc 2R à droite est en parallèle avec 2R. Donc la résistance équivalente, ce sera R. Mais R, cette résistance équivalente, se retrouve en série avec la résistance horizontale R. Donc ça veut dire que le courant I1, eh bien, qui circule dans la 2R liée à K1, va se retrouver en parallèle avec une résistance équivalente qui sera aussi 2R. Ça veut dire que I1 va se retrouver en parallèle avec un courant donc qui sera I'1, qui sera exactement le même, qui va circuler dans une résistance de R. Je suis en train de dire que ici on a donc une structure qui est un petit peu fractale, dans le sens où, quelle que soit l'échelle à laquelle je regarde le circuit, j'ai toujours une résistance 2R en parallèle avec une résistance 2R, et puis horizontalement j'ai toujours R. Donc j'ai toujours la même granulométrie de mon circuit. Mais là, il faudrait avoir fait le TD pour comprendre un peu plus en détail les équations. Donc si vous avez un peu compris donc ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toujours la même structure, quelle que soit l'échelle à laquelle je regarde mon réseau. Et donc, si je regarde par exemple le I0 par rapport à I1, eh bien, on va pouvoir facilement montrer lors du TD que le I0 il sera 2 fois plus petit que le I1. Le I1 par cette structure-là sera 2 fois plus petit que le I2 et ainsi de suite. Donc j'ai un rapport 2 dans tous les courants qui vont circuler dans les résistances de R. Et ça, quelle que soit la position des interrupteurs. Alors comment on fait la conversion si on admet que chacun des courants est dans un rapport 2? Eh bien, la conversion va se faire via l'aiguillage entre guillemets réalisé par les interrupteurs qui sont situés en bas de ces résistances 2R. Soit je dirige le courant vers la masse, donc la vraie masse, auquel cas il ne va pas participer au courant I total qui va circuler dans mon transimpédance au niveau de mon amplificateur opérationnel. Donc il faut bien remarquer qu'en bas de chacun des interrupteurs, s'ils envoient le courant vers l'amplificateur opérationnel, j'ai des nœuds, donc j'ai une loi des nœuds qui s'applique, donc je somme tous les courants éventuels provenant de mes résistances de R. Soit ce courant justement il est envoyé vers cet amplificateur opérationnel, auquel cas eh bien j'additionnerai tous les courants qui proviennent des résistances pour lesquelles on a un interrupteur qui est dans la position amplificateur opérationnel. Donc je peux écrire que finalement le courant I qui circule dans la résistance de l'amplificateur opérationnel RS, eh bien ce sera IN-1 fois KN-1 plus IN-2 fois KN-2 plus I1 fois K1 plus I0 fois K0. Si un interrupteur est relié à la masse, le courant correspondant sera nul. Si un interrupteur est relié à l'amplificateur opérationnel, il apporte sa contribution relative. Bref, avec une mise en équation de manière, on va dire, récursive, eh bien, on arrive très facilement à l'équation qui est en dessous. Donc là encore, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que le potentiel Vs sera bien proportionnel à 2 puissance n-1 fois kn-1 plus 2 puissance n-2 fois kn-2 plus etc. plus 2 puissance 0 fois k0. C'est bien le mot décimal de ma tension qui est à convertir. Le gros intérêt de cette structure, c'est que ça utilise que deux jeux de résistance, R et 2R. Donc si j'arrive à calibrer, à trouver deux résistances qui sont dans un rapport 2, quel que soit le nombre de bits que je veux convertir, je serai capable de réaliser ce convertisseur. Donc ça, on voit bien que là, on a réussi à contourner les deux problèmes du réseau précédent. Donc premier problème, c'est qu'on n'a pas besoin de n jeux de résistance pour aller faire une conversion sur n bits. Donc ça veut dire que si je vais sur 16 bits, j'ai toujours les deux mêmes résistances, par exemple 1 kg et 2 kg si je les maîtrise bien. Deuxièmement, eh bien, je peux passer très facilement de n bits à n plus 1 bit en rajoutant juste une cellule R2R, et c'est tout. Donc c'est quand même relativement simple. Par contre, les inconvénients,
c'est qu'on a besoin d'une conversion courant-tension, ici qui est faite à l'aide d'un transimpédance. Donc soit c'est en interne et on subit la conversion courant-tension si elle est mal faite, si elle est bien faite, on l'accepte. Et puis si c'est en externe, c'est à nous de le faire, donc ça impose de refaire un circuit supplémentaire. Donc ça c'est le prix à payer en fait de ce réseau R2R. Notez bien une chose, c'est que s'il n'y a pas la conversion courant-tension en interne, c'est une structure qui est totalement passive. Vous n'avez que des interrupteurs et des résistances, donc ça veut dire qu'a priori, il y a très peu de limites de fréquence dans ce circuit-là. La seule limite en fréquence que vous pouvez rencontrer, c'est la commutation des interrupteurs et éventuellement les circuits RC que vous allez former lorsque vous allez rajouter donc une impédance d'entrée capacitive inévitable quand vous allez mettre un composant supplémentaire. Donc ça veut dire que vous êtes quand même très très performant en fréquence. Alors les limites de commutation des interrupteurs, très souvent elles ne vous gênent pas parce qu'un interrupteur c'est un transistor et les transistors ils commutent très très rapidement. Donc c'est pas souvent ça qui vous limite. Ce qui vous limite vraiment le plus c'est quand vous utilisez un amplificateur opérationnel pour faire votre conversion courant-tension. Là encore, je répète qu'on peut faire la conversion courant-tension avec une simple résistance et puis prendre la tension aux bornes de la résistance. Il faut juste faire attention après aux problèmes d'adaptation d'impédance quand vous prélevez cette tension aux bornes de la résistance. Donc voilà. Donc, ce sont des réseaux qui sont extrêmement courants, qui sont assez précis et qu'on rencontre dans la pratique dans la plupart des cas de conversion que l'on a à faire. Donc CNA, conversion numérique analogique. On n'ira pas plus loin pour la partie réseau R2R, on n'ira pas plus loin non plus pour les CNA. Ce sont des structures relativement simples, ce sont des structures qui ne font appel qu'aux lois de l'électrocinétique. On aurait très bien pu les étudier dans le cadre du cours de composants de l'électronique au premier semestre. Vous voyez que ça fait appel vraiment à tout ce qu'on a vu et que normalement ça ne pose pas de problème vis-à-vis de ces réseaux. Alors il y a un dernier réseau qui n'est pas du tout utilisé, qui est un peu désuet, dont je ne parlerai pas. Ce sont des réseaux un peu plus complexes dans le sens où... alors c'est plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule résistance à mettre en œuvre, mais plus complexe parce que ce sont des jeux d'interrupteurs qui sont mélangés entre eux. Et donc du coup, si vous allez par exemple sur Wikipédia, sur les CNA, vous allez tomber sur ce genre de structure, mais qui est vraiment désuète et qui n'apporte vraiment pas d'intérêt par rapport au R2R ou par rapport éventuellement aux résistances pondérées. Bien, eh bien, j'espère que globalement vous avez un aperçu des CNA. La mise en équation est difficile, encore une fois, à faire avec un discours sans tableau. Je vous encourage à essayer de commencer à réfléchir à la mise en équation de ces systèmes-là. Et puis, au cours de la semaine prochaine, donc au cours du cours prochain, donc je vous donnerai un TD qui sera lié à la mise en équation de réseaux de type R2R.